Astrophysique et poésie sont deux mots que je n'aurais jamais eu l'idée de mettre en rapport, même si le spectacle du ciel étoilé au-dessus de moi m'enchante dès que j'échappe à la lumière artificielle des villes. Et puis, j'ai lu, dans la revue du MOS, ces lignes inspirées d'Henri Raynal. Sur cette planète-ci, bientôt, ne se sentiront plus ressortissants de l'univers que les astronomes et les astrophysiciens. Du train où vont les choses, il n'y aura bientôt plus que dans leur corporation que l'on rencontrera de ces pédagogues conteurs dont frappe le débit précipité et les yeux qui brillent. De quoi sont-ils les colporteurs d'Isère, prolixes, que l'on doit interrompre, sinon l'inouï qui est leur ordinaire? Qu'est-ce qui se passe en eux avec semblable impatience, sinon un étonnement trop dynamique, un enthousiasme trop puissant pour ne pas vouloir se communiquer? Jean-Pierre Luminet, vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Meudon. Vous reconnaissez-vous dans cette description d'Henri Raynal? C'est en tout cas un très très bel hommage à ce qui fait l'essence, je crois, de notre métier passion. Oui, bien entendu, l'astrophysicien, à première vue, tient un discours sur l'univers, à la fois peut-être le contenu de l'univers, c'est-à-dire les étoiles, les galaxies, etc., des objets qui en eux-mêmes peuvent revêtir un certain sens poétique. Le nombre de fois, vous savez, où j'ai fait des conférences de pure astronomie, sans du tout mentionner l'activité littéraire, et où les gens viennent simplement me dire « mais vous êtes astronome, donc vous êtes poète ». Et puis, il y a une partie du travail d'astrophysicien qui prétend donner un discours sur le tout, sur la totalité. C'est la branche de l'astrophysique que l'on appelle la cosmologie. Où au-delà de la description des objets célestes, on décrit également le contenant, c'est-à-dire l'espace, le temps et les interactions avec la matière. Cela dit, je serais peut-être pas aussi enthousiaste. Bon, évidemment, c'est mon métier, c'est ma passion, mais le discours sur le tout n'est pas tenu seulement par les astrophysiciens. Je rappelle simplement brièvement la phrase de Bachelard qui disait qu'il y avait tout de même une double profondeur. Il y avait les doubles profondeurs du cosmos, mais aussi de l'âme humaine. Et pour explorer les profondeurs de l'âme humaine, il faut un autre langage que celui de l'astrophysique. Ah oui, d'accord. Sinon, je n'écrirai pas moi-même de poésie. Ah oui, donc la poésie que vous écrivez, elle ne s'inscrit pas dans la continuité immédiate de votre métier d'astrophysicien, mais vous y exprimez le souci d'explorer un autre infini, c'est Absolument, ça? Le double infini, le double du infini. Cosmos et de l'âme humaine. Mais il n'empêche, selon vous, il y a une poésie dans le regard de l'astrophysicien et même aussi une ambition philosophique ou métaphysique dans la mesure où vous traitez du tout. Oui, tout à fait. Dans mon parcours personnel, j'ai longtemps fait une sorte de séparation dans mes activités de chercheur en astrophysique et dans mes activités d'écrivain et de poète. J'ai publié 6 recueils. Mes 5 premiers recueils n'avaient strictement aucun rapport, même aucune métaphore liée à des objets célestes. Ce n'est qu'en dans mon 6e recueil, Itinéraire céleste, en plus avec un titre évocateur, qu'effectivement j'utilise certaines métaphores venues de l'univers extérieur, mais pour décrire une sorte d'exploration de l'univers intérieur, parce qu'en fait, Itinéraire céleste, c'est essentiellement un poème sur la femme, sur l'amour, sur les relations humaines. Oui. Très bien. Bon, alors Henri Raynal, il y a un mot qui me frappe dans cette description, dans cet éloge. Vous dites, ils seront les derniers à être les ressortissants de l'univers, et au début de ce paragraphe, vous dites même « nous habitions l'univers ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là-dessus que je voudrais vous interroger. Habiter l'univers. Peut-on habiter l'univers? N'y a-t-il pas, je dirais, une contradiction entre habiter et l'univers? Non, la réponse est très simple. Nous vivons actuellement dans une société qui est acosmique. Tout se passe pour une grande partie des gens, y compris une grande partie des penseurs, des intellectuels. Tout se passe comme s'il n'y avait pas de cosmos. C'est pour ça que j'ai intitulé un texte « L'île sans océan ». Pour une grande partie de nos semblables, pour une grande partie du monde intellectuel, tout se passe comme si il y avait l'humanité et rien d'autre.
il y a de très nombreuses causes à cette situation. Il y a de très nombreuses causes qui convergent vers cette situation. Il y a le fait, tout simplement, que une grande partie de l'humanité maintenant habite des villes. Et que même les gens qui habitent à la campagne ont pour spectacle, dans une large mesure, j'appelle spectacle ce que l'on voit, ce que l'on regarde, ce à quoi on prête attention. Même lorsqu'on vit à la campagne, une grande partie du spectacle du monde, c'est la télé, et maintenant c'est les écrans. Et une grande partie de l'humanité, et de plus en plus, dans la mesure où l'urbanisation progresse, une grande partie de l'humanité se comporte comme s'il n'y avait pas de cosmos. Et ça, c'est une situation qui est extrêmement grave, parce que pour la première fois dans l'histoire des civilisations, nous sommes une civilisation qui est sans Dieu, qui est sans avenir depuis, disons, une vingtaine d'années. Là, il n'y a plus d'avenir. Nous sommes postmodernes. Nous sommes postmodernes. Après la croyance en l'avenir. Non seulement il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus d'avenir, mais il n'y a plus de cosmos. Donc l'humanité est complètement dénudée, repliée sur elle-même. Alors que dans les civilisations traditionnelles qui se sont prolongées pour l'Europe jusqu'il y a quelques décennies, dans la mesure où le monde paysan était encore très vivant il y a encore quelques décennies, l'être humain était vivait inclus dans l'univers. Or, à l'heure actuelle, qui est-ce qui regarde encore le ciel? Une grande partie des gens ne regardent plus le ciel, n'ont même plus conscience du ciel au-dessus de leur tête. Bien, mais alors je vais justement tout de suite faire une objection, parce que il me semble que ce que vous dites, Henri Raynal, disons, caractérise notre situation. Mais pourquoi utiliser tout de suite le mot de cosmos? Nous sommes toujours plus déterritorialiser. Ce que le technocosme dans lequel nous vivons remplace, c'est à mes yeux la Terre. Et les hommes habitaient la Terre, maintenant ils habitent autre chose, ils habitent autrement, mais ils oublient la Terre. Et je reste, si vous voulez, sceptique devant l'idée que l'on puisse habiter quelque chose comme l'univers. Certes, les anciens avaient un autre rapport que le nôtre au cosmos. Car pour les anciens, le cosmos, et vous en parlez aussi, Jean-Pierre Luminès, c'était l'ordre, la beauté, l'harmonie, c'était l'harmonie du monde céleste. La nature pouvait s'identifier au monde céleste, et il revenait même aux hommes d'imiter le cosmos, d'imiter la régularité du monde céleste. C'est un conseil donné par Platon dans le Timée, c'est-à-dire il faut imiter les mouvements du Dieu, les mouvements qui n'errent absolument pas, pour abolir en nous les mouvements qui ne cessent de vagabonder. Il y avait, comme l'a écrit Rémi Brague, une sorte de cosmonomie. Ce rapport au ciel de l'homme antique et médiéval, il nous est interdit, notamment par l'astrophysique, par Galilée, par la découverte des espaces infinis, que la découverte que la Terre est une étoile comme les autres, aussi noble que les autres. Mais justement, un nouveau mot existe pour nous, c'est le mot d'espace. Il n'y a plus de monde céleste, mais il y a l'espace. Un espace infini, un espace qu'on étudie avec ses trous noirs, etc. Mais comment vouloir que nous soyons les habitants de l'espace? Si poésie il y a de l'espace, c'est une poésie peut-être sublime au sens de c'est quelque chose qui nous dépasse tout le temps, mais de l'espace, nous ne pouvons pas être les ressortissants, et la science-fiction d'ailleurs nous en avertit tous les jours. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites à l'instant, parce que si cosmos veut dire ordre et veut dire harmonie, eh bien le cosmos n'est pas détruit. Il est vrai que notre vision depuis plusieurs siècles a complètement changé, mais cela ne veut pas dire pour autant que l'ordre, l'organisation, l'harmonie n'ont pas disparu. Si vous prenez un des livres de l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan, dans l'un de ses titres comporte le mot harmonie. Il n'y a pas que l'ordre et que l'harmonie. Il y a aussi du chaos, il y a aussi du hasard, il y a aussi des choses qui sont à l'opposé de l'ordre, de l'harmonie et de l'organisation. Mais l'univers fonctionne.
Alors évidemment, c'est un univers qui est totalement différent d'un univers des Grecs et des gens du Moyen-Âge. C'est un univers qui est totalement différent. Mais ce que nous savons infiniment mieux qu'eux, ce que nous savons des milliards de fois plus qu'eux, c'est que cet univers est d'une subtilité, d'une complexité extraordinaire. Ce qui veut dire que cet univers est intelligent. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'univers est intelligent? Ça, c'est le mystère. Parce que en quoi consiste cette intelligence? Ça c'est l'énigme. Mais je veux simplement dire que cet univers, il n'est pas absurde. Donc, si vous voulez, cet univers qui n'est pas absurde, comme Sartre, entre autres, le disait, cet univers n'est... Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce que à une époque où l'humanité complète est en crise, où la civilisation est en crise, si vous voulez, ce que vous dites, vous le dites, Alain Finkielkraut, parce que... si vous voulez, on ne lit pas les astrophysiciens et donc. Bon, ben voilà. Justement, nous en avons un sous la main et je lui poserai la question que je vous ai posée, Henri Reynal. Vous êtes astrophysicien, diriez-vous que vous habitez l'univers? Êtes-vous un ressortissant de l'univers? Est-ce que vous pensez que, voilà, ces deux mots, habiter et l'univers, vont ensemble? D'une certaine façon, bien entendu. À la limite, même, c'est une forme de tautologie. Mais bon, ça dépend évidemment des sens que l'on donne à la fois à habiter ou être ressortissant et univers. Ce qui est clair, c'est que les tentatives de description rationnelle de l'univers ont considérablement évolué, bien entendu, au cours du temps. Et également, la relation, le sentiment cosmique, la relation directe de l'homme face à cet univers. Il est clair qu'effectivement, dans l'Antiquité grecque, il y avait cet univers céleste qui était la représentation de la perfection, puis le monde sublunaire, le monde des éléments constamment changeants. Aujourd'hui, il y a une sorte d'homogénéisation. On appelle plutôt ça l'espace, mais cela n'exclut effectivement pas qu'il y ait d'autres lois, que l'harmonie rêvée de Platon et des philosophes de l'Antiquité revêt aujourd'hui d'autres formes beaucoup plus subtiles. Il existe, puisqu'on prétend faire de la physique et tenir un discours rationnel sur l'espace, le temps, la matière, les astres, etc. Cela veut dire bien qu'il existe des lois de la physique. Ces lois de la physique signifient quelque part qu'il y a un certain ordre, un certain arrangement intelligible. Donc, d'une certaine façon, l'astrophysicien qui essaie de décoder ces lois est dans son espace tout aussi familier. Ce n'est pas parce qu'on est passé du monde clos médiéval, antique et médiéval, qui était à la mesure de l'homme, avec le paradis à distance finie, accessible, à un univers extraordinairement grand, peut-être même infini, que l'homme est évacué de la scène cosmique. Il y trouve une nouvelle place. Oui, il y trouve une nouvelle place, mais après tout, l'espace, nous l'avons découvert aussi avec les premiers voyages interstellaires. Et ces voyages nous ont rappelé, et je répète quand même, enfin, notre condition terrestre. Peut-être n'y pensions-nous pas avant, mais dès lors que l'homme a pu donner l'impression de conquérir l'espace, il s'est dit, oui d'accord, mais je suis avant tout un être rivé à la Terre, lié au métabolisme de la nature terrestre. Et puis alors, j'ajoute, j'ai lu, en préparant cette émission, le livre de Pierre Hadot, Le voile d'Isis, essai sur l'histoire de l'idée de nature. Je trouve que c'est tout à fait fascinant. Même si ce n'est pas son propos, mais on le lit entre les lignes, l'évolution de l'idée de nature, c'est la nature, pour les Grecs, incluait le monde céleste. Pas pour nous. Pas pour nous. Il est clair que ce que nous pensons immédiatement comme nature, c'est la nature qui nous entoure, que nous avons d'ailleurs tendance à oublier. La nature terrestre et la physis, ce qui éclot, c'est justement la nature au sens végétal du terme. C'est plutôt ce paradigme-là qui s'impose à nous. Ce n'est plus le ciel, parce que donc notre patrie n'est-elle pas pour le meilleur et sans doute pas pour le pire, la Terre. Et est-ce qu'on n'aggrave pas l'oubli de la Terre en justement imaginant une patrie encore tellement immense d'ailleurs qu'elle est infinie, qui serait l'espace, qui serait oui, enfin c'est l'infini du monde interstellaire. Pour moi, il n'y a pas de problème parce qu'il y a une continuité. Oui, j'ai toujours éprouvé une continuité entre l'ici et l'ailleurs, et même les ailleurs infinis. Pour moi, il y a une continuité. Puisque je viens ici en tant que poète et essayiste,
ce dont je parle en poésie, c'est de la mer, c'est de la montagne, c'est des fleurs, c'est de la femme, c'est du vêtement féminin. Donc, si vous voulez, ma patrie, c'est effectivement la terre. Dans le dernier livre que j'ai publié, dans Le Secret, la narratrice dit « J'éprouvais un amour fou ». C'est l'imparfait qui est employé puisqu'elle est prisonnière, donc elle est extraite des champs et des forêts et des montagnes. Dit j'éprouvais pour cette planète un amour fou. Mais pour moi, il n'y a absolument aucune discontinuité entre l'ici immédiat et la totalité, parce que ce que j'éprouve, c'est que l'ici, le local, il est immédiatement, je l'éprouve comme inclus dans la totalité. En plus de ça, il faut bien considérer que nous sommes faits d'atomes, de particules, et que par conséquent, il y a une unité de la substance, de la matière et de la physique entre nous et les galaxies les plus lointaines. Donc, pour moi, il n'y a absolument pas de problème. Bien sûr que notre patrie médiatique souffre de ce qui lui arrive, de la manière dont elle est détériorée et salopée. Je le souffre profondément. Mais il me semble que si nous prenions connaissance de ce que nous apprennent, entre autres, les astrophysiciens, nous serions convaincus que il y a un ordre, une harmonie, une complexité. Et je laisse la parole à Jean-Pierre Lumière. Non, renchérir sur une partie de ce que vous dites. C'est vrai que c'est l'une des leçons de l'astrophysique moderne, c'est effectivement de ne plus faire la séparation comme on le pouvait faire dans la vision antique et médiévale entre le monde d'en haut, le monde à la perfection, et le monde d'en bas, entre la Terre, microcosme éventuellement, et puis le monde d'en haut, puisqu'aujourd'hui il y a effectivement cette universalité de loi physique, cette idée que tout constituant de n'importe quel objet matériel terrestre, y compris nos propres corps, notre chair, notre sang, etc., ces constituants ont été formés, ont été forgés dans des cœurs d'étoiles lointaines, disparues depuis longtemps. Donc il y a une sorte d'unité au moins dans l'essence même de la constitution et la constitution de toute chose. Donc en ce sens, c'est vrai que vouloir tenir un discours dans lequel on garderait une séparation entre notre véritable berceau. C'est vrai que le berceau, notre berceau, c'est la Terre, et ça le restera encore sans doute assez longtemps. Mais vouloir faire trop la séparation entre ce berceau et le monde du ciel, c'est revenir un petit peu à une conception finalement antique et médiévale. Oui, mais alors conception antique et médiévale, et peut-être aussi conception poétique. Qui avait une très grande force poétique. Hein, non, mais justement, mais même la poésie, je parle de la poésie moderne et contemporaine, dans son rapport à la science moderne. J'ai dit tout à l'heure, en effet, que le lien entre astrophysique et poésie, pour moi, ne va pas de soi, en dépit du magnifique éloge que vous avez fait, Henri Raynal. Et c'est bien, et là je pense à la poésie, mais même à la philosophie. Il y a une part de la philosophie qui s'inscrit dans la continuité du romantisme, c'est la phénoménologie, qui dit, finalement, là, il y a une vérité des apparences. La vérité n'est pas forcément au-delà des apparences, mais la phénoménologie a conduit quand même Husserl à ce texte inouï, parce que Husserl n'était pas un ignorant. Donc, cette formulation tout à fait scandaleuse, l'arche originaire Terre ne se meut pas. La Terre ne se meut pas, a dit Husserl. Et il avait tort, bien sûr, mais il savait qu'il avait tort. Donc on peut s'interroger sur le fondement de cette assertion. Eh bien, il dit la Terre est le sol de toute expérience possible. Et donc il y a, si vous voulez, c'est comme si le transport dans l'univers nous amenait à un tout autre rapport aux choses, qui n'était plus celui de notre sensibilité, qui était le rapport scientifique aux choses. Et alors, n'est-il pas du devoir de la poésie, peut-être aussi d'une certaine philosophie, que de protester, en quelque sorte, contre le dessaisissement de la conscience sensible, et de dire et de maintenir, ne fût-ce que pour continuer d'habiter la Terre,
de l'habiter bien, qu'elle ne se meut pas. Parce que si elle n'est plus un sol, alors en effet, tout est possible. On peut jouer de tous les lieux n'ont plus vraiment d'importance, puisque, vous voyez, on peut transformer les lieux terrestres en espace également, à partir du moment où on ne tient plus compte de cette réalité de l'expérience sensible que la poésie et une certaine philosophie veulent sauver malgré la contribution du discours objectif de la science. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on par l'esprit, on est l'esprit ou l'expression poétique, philosophique ou autre, on quitte le berceau terre que l'on va négliger, minimiser en fait la terre. Il existe une longue tradition littéraire du voyage cosmique, c'est-à-dire du voyage mental, idéalisé, où en fait le poète ou le philosophe ou l'écrivain raconte une expérience qui est en fait une expérience intérieure qui symboliquement va le conduire dans les profondeurs du cosmos. Il y a le songe de Scipion, évidemment, chez Cicéron, la Divine Comédie de Dante et de nombreux voyages cosmiques. Très souvent, ces voyages se font d'ailleurs à l'aide d'un guide spirituel. Mais quel est le résultat de ces voyages? C'est de se pencher avec un recul philosophique beaucoup plus profond, un recul philosophique et poétique, sur le berceau, sur la terre, et donc de valoriser encore davantage, en intégrant ce berceau dans un ensemble plus large, ce berceau-là. Et autre chose également, quand vous dites que il nous serait pas venu à l'esprit, avant de lire le texte d'Henri Raynal, immédiatement d'associer astrophysique et poésie, eh bien figurez-vous que moi, pendant de très nombreuses années, j'avais exactement cette même pensée, puisque lorsque j'ai commencé donc simultanément mes activités d'écriture poétique et mes activités d'astrophysicien professionnel, je faisais une dichotomie totale, une schizophrénie totale dans mon esprit entre ces deux formes d'expression, puisque précisément le langage rationnel des mathématiques, de la physique, de l'astrophysique me permettait effectivement d'avoir un certain discours sur l'univers extérieur, et puis pour exprimer les profondeurs de l'âme humaine, par exemple, seul pour moi le discours poétique faisait sens. Et ce n'est que à la fin des années 90 que mon éditeur de poésie, Jean Orizet, directeur de collection poésie au Cherche-Midi, m'a lancé un défi de réunir en volume une anthologie de textes d'inspiration cosmique, poésie cosmique, parce que je lui avais dit que je détestais ça, et je minimisais ce genre, et pour moi, astrophysique et poésie n'allaient pas bien ensemble. En fait, c'était le reflet d'une certaine ignorance de ma part, puisque donc, en travaillant, j'ai relevé le défi, et en travaillant et en lisant les poètes de tous les temps et de tous les pays, eh bien, je me suis aperçu que les plus grands poètes de tous les temps et de tous les pays avaient, dans une partie de leur œuvre, écrit des textes absolument extraordinaires sur leur relation au cosmos. Alors évidemment, ce ne sont pas des descriptions simples des constellations avec les noms des étoiles, c'est évidemment une aventure intérieure, une approche intérieure beaucoup plus profonde. Quand on lit par exemple Whitman, c'est un homme qui est à la fois profondément amoureux de son berceau, la nature. Il a écrit beaucoup sur la nature, les bois, les forêts, etc. Mais il appelle ça cosmos. Oui, absolument. Oui, il y a un poème admirable de Walt Whitman qui s'appelle Le Cosmos, où finalement pour lui tout est cosmos depuis un morceau de chair humaine jusqu'à l'arbre dans la forêt, jusqu'à la source qui coule, et puis jusqu'aux étoiles les plus lointaines. Une sorte d'intégration tout à fait extraordinaire. Oui, j'ai trouvé ce poème en vous écoutant. Donc, il se trouve dans cette anthologie, je dois dire, absolument extraordinaire, Les poètes et l'univers. Les poètes et l'univers, publié au Cherche-Midi, est un cosmos, Walt Whitman, donc, celui qui contient la diversité et qui est la nature, celui qui est l'amplitude de la terre et la rudesse et la sexualité de la terre et la grande charité de la terre et son équilibre aussi, celui qui n'a pas regardé pour rien par les fenêtres de ses yeux ou dont le cerveau n'a pas donné audience à ses messagers pour rien, celui qui contient les croyants et les incroyants, celui qui est le plus majestueux aimeur, celui ou celle qui renferme exactement sa proportion trinitaire de réalisme, de spiritualisme et d'éléments esthétiques ou intellectuels, celui qui, ayant considéré le corps, trouve que tous ses organes et toutes ses parties sont bien, celui ou celle qui, à l'aide de la théorie de la Terre et de celle de son corps, comprend par des analogies subtiles toutes les autres théories, la théorie d'une ville, d'un poème et de la large politique de ses États, celui qui croit non seulement en notre globe avec son soleil et sa lune, mais en les autres globes avec leur soleil et leur lune, celui ou celle qui, en construisant sa demeure, non pour un jour mais pour tout le temps, voit les races, les âges, les périodes, les générations, le passé et le futur qui y habitent, comme l'espace, inséparablement unis.
c'est un poème, enfin c'est quelque chose que vous c'est un enthousiasme que vous prendriez à votre compte, Oriana. Oui, c'est votre inspiration aussi. Mais bien sûr, pour revenir à ce que je vous disais à l'instant, pour moi, il n'y a absolument aucune discontinuité entre l'ici et l'infini. Si vous voulez, vous semblez pensez que je néglige le berceau terrestre. Ah, vous ne le négligez pas dans ce que vous écrivez, mais pas du tout. Oui. Je vous ai assez lu pour le voir. Vous avez même un sens du détail. Vous parlez beaucoup de la nature elle-même, mais aussi de certaines formes de l'artifice. Vous d'ailleurs vous introduisez une coupure dans l'histoire de l'artifice. Hein. Il y a et donc l'artifice que peut représenter la robe chez une femme, le souci de l'apparence comme collaboration à la beauté du monde. Bien sûr, à tout cela, je suis extrêmement sensible. Je vois que vous instaurez une sorte de continuité, mais cette continuité, pour moi, est problématique, si vous voulez. La continuité entre l'habitat terrestre et le cosmos devenu l'espace. C'est cette continuité que j'interroge. Mais je ne vous suspecte pas d'indifférence vous-même à notre royaume terrestre. Oui. Non. À propos de ce berceau terrestre, justement, ce qui est extraordinaire, c'est que ces espaces immenses, ces espaces vertigineux, peuplés de particules, ces espaces est abouti à ce concret où nous vivons. C'est ça la merveille. Si vous voulez, pour moi, enfin, je parle en mon nom, je parle de la poésie telle qu'elle est pour moi, bien entendu, je veux pas généraliser. Mais en ce qui me concerne, la poésie, elle a comme source l'émerveillement et le sentiment de la totalité. Voilà. Ça remonte à l'enfance. C'est parce que j'ai vécu pendant 20 ans dans une chambre de bonne, dont la fenêtre était une petite lucarne inclinée, si bien qu'il y avait, surtout l'hiver, avec la nuit qui tombe très tôt, il y avait la présence de la totalité qui pesait sur la vitre. Si vous voulez, ce sentiment de la continuité entre l'ici et l'immensité, elle provient de l'enfance. Et pour moi, il y a absolument aucun problème. Cela me rappelle un admirable texte de Jean Tardieu, cet immense poète, qui s'appelle Le ciel ou l'irréalité, qui, je crois, conclut d'ailleurs l'anthologie. Figurez-vous qu'il y a quelques années, j'ai été voisin de Jean Tardieu sans le savoir. J'habitais dans un petit studio. Bon, j'avais changé de vie et comme souvent on se retrouve pendant quelque temps dans un petit studio à Paris. Et je rencontrais assez souvent le matin au courrier un vieux monsieur en robe de chambre élimée qui venait retirer son courrier. Je n'avais jamais eu la curiosité de regarder le nom sur la boîte aux lettres. On se saluait poliment. Et puis le jour de mon déménagement, un ami est venu m'aider. Il a rencontré ce monsieur. Il m'a dit est-ce que tu sais que tu es le voisin de Jean Tardieu? Et j'ai revérifié sur la boîte et c'était effectivement Jean Tardieu. Et après j'ai découvert un poème extraordinaire qui s'appelle Le ciel ou l'irréalité, dans lequel, et cela fait écho à ce que vous disiez, Jean Tardieu décrit qu'il vit entre 4 murs. Les 4 murs de son petit appartement, et toute la journée il se sent prisonnier de ces murs, et ce n'est que lorsque la nuit vient que les murs s'effacent, et que, en transparence, en quelque sorte, il accède finalement à ce qu'il y a au-delà des murs, et il accède à ce ciel qui est quand même une forme pour lui d'irréalité, mais il finit par dire tout de même que cette irréalité, c'est sa vraie patrie. Et c'est la conclusion de son poème, Le ciel, ma vraie patrie. Si vous voulez, je comprends bien que pour beaucoup de personnes, il y ait un problème. Mais ça, le problème vient de ce que nous savons depuis 100 ans ou depuis 50 ans, en astrophysique, en cosmologie, il n'est pas passé dans notre présentation. Le problème, il est là. Le problème, il n'est pas passé. Si vous voulez, pendant des siècles, les gens vivaient avec une représentation de l'univers qui les entourait, et cette représentation, elle a été détruite, et il n'y a rien à la place, d'où cette image que j'ai employée d'île sans océan. Il va falloir que les astrophysiciens fassent encore plus d'efforts de vulgaire. Ils en font un très remarquable, mais il faudrait que l'éducation nationale, il faudrait que les philosophes et les poètes. Or, les philosophes, il y a une carence philosophique. À l'heure actuelle, la philosophie dédaigne la métaphysique et dédaigne la considération du tout. Il y a 2 ans, sont parus 2 volumineux
livres dans une collection de poche. Mais tout en étant dans une collection de poche, ce sont 2 livres, 2 volumineux qui sont parus simultanément, qui concernent la philosophie des sciences. Ça fait à peu près 2000 pages. Philosophie des sciences. C'est paru il y a 2 ans. Il n'est pas question de cosmologie et d'astrophysique. Donc, si vous voulez, il est temps que la philosophie, si vous voulez, apprenne aux êtres humains le cosmos tel que nous en avons une représentation maintenant. Enfin, ne soyons quand même pas, aussi sévères avec la philosophie. Il y a des philosophies, il n'y a que certains courants philosophiques qui éventuellement ignorent ou n'ont pas encore fait cette intégration des connaissances rationnelles et scientifiques sur le monde. Mais heureusement, je connais 20 philosophes qui sont tout à fait à l'écoute des avances et qui, voilà. Il est quand même assez normal qu'il y ait un décalage entre l'acquisition de nouvelles perceptions du monde, de nouvelles conceptions scientifiques sur la nature de l'univers, conceptions acquises effectivement par l'investigation scientifique, et puis cette intégration de ces nouvelles connaissances dans les autres domaines de la pensée, de la culture, la philosophie, l'art, l'expression poétique, la littérature. Justement, l'un des propos de mon anthologie, Le poète et l'univers, c'était en particulier de retracer justement un petit peu en parallèle, à travers différents thèmes, l'évolution des connaissances astronomiques sur un sujet donné, par exemple le rapport à l'infini, la connaissance sur le soleil, la lune, etc. Et puis la façon dont ces nouvelles connaissances ont été intégrées dans la littérature et la poésie. Et il est très frappant de voir que selon les tempéraments des écrivains, des poètes et des artistes en général, une révolution scientifique, prenons celle par exemple de Copernic, une révolution fondamentale sur le plan philosophique, c'est un bouleversement total, évidemment. La Terre évacuée du centre du monde et bien d'autres choses, a eu des répercussions fondamentales. Certains poètes comme John Donne refusent cette nouvelle vision du monde parce que pour lui c'est l'harmonie antique qui est détruite, et d'autres au contraire l'acceptent avec enthousiasme. Ah oui, d'ailleurs, il y a un très beau poème de John Donne, hein, magnifique. Absolument extraordinaire. Oui, il fait la correspondance entre la jeune femme qu'il a aimée et qui est morte, et puis l'univers clos des anciens qui est mort aussi, à cause des observations de Galilée, de ces étoiles nouvelles qui apparaissent dans le ciel et qui détruisent ce qu'il croyait être l'harmonie. Alors, je ne vais pas reprendre à mon compte les propos de John Donne, mais je vais quand même insister sur cette bifurcation de la modernité entre le langage scientifique et, disons, l'expérience commune dont, malgré tout, la littérature continue d'avoir la charge. Et je reparle de Husserl, une seconde, parce que Husserl, dans son livre, son brouillon génial sur la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, s'interroge sur la découverte de Galilée. Et il dit, oui, Galilée a dit que la nature était écrite en langue mathématique. Et ça a eu, effectivement... C'est pas le premier, là. Il n'est pas le premier, mais les applications, évidemment, elles ont fait surgir à la place de cette hiérarchie de la terre et du ciel quelque chose comme l'espace, justement. Mais il dit, ce qui s'est produit là, c'est une substitution, va jusqu'à dire Husserl, c'est-à-dire le monde mathématique des idéalités est pris pour le seul monde réel. On a pris pour l'être vrai ce qui est méthode. Quelque chose s'est substitué au monde de la vie et l'a travesti. Et il dit que le comportement de Galilée est à la fois découvrant et recouvrant. Il découvre la nature mathématisée, mais il recouvre, précisément en taillant dans l'infinité ouverte des expériences sensibles un simple vêtement d'idées, il recouvre les expériences sensibles elles-mêmes. Et il dit, le danger, c'est que si le monde donné à l'intuition, celui que nous vivons, est purement subjectif, alors l'ensemble des vérités de la vie pré-scientifique perdent leur valeur. Et c'est ça. Donc quand vous dites, Henri Raynal, on ne connaît pas assez. Oui, d'accord. Peut-être ne connaît-on pas assez. Peut-être manquons-nous de culture. Peut-être nous devrions mieux comprendre ce qu'il en est du Big Bang, et je vais vous interroger là-dessus, Jean-Pierre Luminet, ou des trous noirs. Il n'empêche, nous avons aussi perdu tout rapport avec l'expérience sensible, et nous ne pouvons pas tolérer
que la science s'impose à nous pour nous dire que l'expérience sensible est caduque, qu'elle n'est pas intéressante. Il y a quand même nécessité absolue, précisément, de ne pas perdre contact avec le monde de la vie en ne renvoyant pas dans le subjectif tout ce qui relève précisément du monde de la vie. Et le monde de la vie nous dit encore une fois que la Terre ne se meut pas. Mais attention, excusez-moi, mais vous parlez là d'une conception de la science qui a fait long feu. C'était une étape nécessaire dans l'évolution du langage scientifique, à partir de Galilée, le début d'une certaine forme de rationalisme, et qui a abouti au positivisme. Et c'est vrai que le positivisme triomphant, qui s'est imposé, je dirais, jusque vers la moitié du XXe siècle, disons, prétendait effectivement évacuer tout ce qu'il y a au-delà du langage purement mathématique, et cette ambition folle et totalement usurpée, bien entendu, de tenir le seul discours possible, cohérent, intelligible sur le monde, c'était le discours du langage mathématique, par exemple. Mais la science en est revenue de ça. Elle a découvert ses propres limites. Les mathématiciens ont découvert le théorème d'incomplétude de Gödel. La physique quantique a découvert le phénomène du réel voilé, c'est-à-dire l'inaccessibilité à l'expérience scientifique et à la modélisation mathématique du réel véritable qui nous échappe. La relativité également générale brouille les pistes. Oui, mais Henri Reynal, je disais cela aussi parce que précisément vous nous disiez que nous n'en savons pas assez sur nous-mêmes. Quoi que nous apprenions, ça ne changera pas les coordonnées de notre vie sur Terre. Même si, donc apprendre, d'accord, mais ne pas non plus mépriser le monde de la vie au sens où Searle essaye de le définir. Écoutez, quand j'écris, je pars toujours de l'émotion. Toujours. C'est le point de départ. Je pars de la fascination, je pars de l'émerveillement, je pars du concret. Je ne pense pas qu'il y ait un seul texte que j'ai écrit qui ne parte pas du concret. Donc, si vous voulez, personnellement, il se trouve que je suis fait ainsi que il n'y a aucune incompatibilité entre la réception du spectacle du monde, par l'émerveillement, par l'émotion, avec tout de suite l'envie de le dire, et aussi le désir de comprendre, l'intelligibilité. Les deux, si vous lisez des textes que j'ai écrits sur la montagne, vous verrez qu'ils sont extrêmement concrets, et en même temps, j'essaye de comprendre comment fonctionne la montagne, les processus géologiques. Les deux vont ensemble sans aucune incompatibilité. Alors justement, là-dessus, je pense qu'en fait, peut-être il y a une confusion. Il faudrait remplacer le verbe apprendre par le verbe connaître. Il ne s'agit pas, effectivement, d'apprendre à travers la lecture d'ouvrages de vulgarisation scientifique et d'ouvrages de culture scientifique, je préfère utiliser ce terme-là, d'apprendre la façon dont fonctionne le soleil, les étoiles, dans la façon dont on a organisé l'univers, etc. Parce que finalement, ce sont des leçons de choses extérieures. Il s'agit plutôt de connaître. C'est une autre forme. Connaître, c'est naître avec. Oui. Et connaître, oui. Et donc connaître l'organisation de l'univers, une certaine forme d'organisation de l'univers telle qu'elle est décrite par, disons, les astrophysiciens d'aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de renaître avec, de se reformer, de reformer son individu en ayant intégré ces connaissances-là. Oui, je pense que ce n'est pas totalement innocent de savoir, qu'en astrophysique, on en a parlé tout à l'heure brièvement, le fait de savoir que nous sommes, cette formule devenue connue, nous sommes poussière d'étoiles. Ce n'est pas tout de même indifférent de savoir que, c'est presque devenu banal aujourd'hui, mais le fait de savoir que tous nos atomes ont été forgés dans des étoiles disparues depuis 5 milliards d'années, je pense que ça n'a pas non seulement des répercussions scientifiques et poétiques, mais également des répercussions philosophiques extrêmement profondes. Et même existentielles. Et qui, d'une certaine façon, incorporent davantage et enracinent davantage l'homme dans le cosmos, l'univers, l'espace, comme vous voulez, que l'incorporation qui pouvait se faire à l'époque antique et médiévale. Ce que je disais, pour reprendre une formule de Peggy, c'est que le vrai de la science, et vous le disiez aussi d'ailleurs Jean-Pierre Luminet, n'est pas forcément le seul vrai du réel, et que donc il y a aussi d'autres formes de connaissances, d'autres manières justement d'ouvrir les yeux sur l'être, sur le monde de la vie qui est menacé d'oubli. Mais là, je voudrais vous poser une question précisément plus précise, parce que l'une des raisons de la fascination de l'astrophysique, c'est d'une part qu'elle est devenue narrative,
C'est plus simplement un discours sûr, c'est un récit des très lointaines origines avec le Big Bang. Et d'autre part, qu'elle utilise des métaphores absolument fascinantes. Et là, je m'interroge sur le statut, parce que qui dit métaphore dit poésie. Et Jean-Pierre Luminet, l'un de vos livres récents, s'intitule L'univers chiffonné. C'est vraiment quelque chose ça doit vous plaire d'ailleurs, le chiffon. Etc. Bon, alors là, on est effectivement dans la parure, on est dans le plus petit, le détail, la robe, l'univers chiffonné. Mais d'un autre côté, comment recevons-nous ces métaphores? Qu'est-ce que nous en faisons? Je pense au livre d'Alan Sokal et de Bricmont, vous savez, sur les impostures intellectuelles. Ils relèvent tous les usages à leurs yeux délirants ou simplement abusifs de la théorie des catastrophes, du trou noir, etc. Donc quel est le statut pour nous, si vous voulez, de ces réalités-là? Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous avons le droit d'en faire? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Parce qu'elles ont en effet, qu'il s'agisse du Big Bang ou des trous noirs, une force poétique, une force métaphysique, presque théologique tout de même, parce que c'est la création dont il s'agit tout d'un coup, telles que elles sont bouleversantes. Mais est-ce que nous ne sommes pas condamnés, du fait même précisément du caractère limité de notre expérience, à un usage métaphorique de ces métaphores, trop métaphorique de ces métaphores, et donc fautif? Jean-Pierre Luminet. Oui, vous décrivez là d'une certaine façon l'impossibilité de la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire que quels que soient les efforts que l'on fasse, pédagogiques, métaphoriques, analogiques, pour décrire des choses relativement complexes, comme effectivement le Big Bang, les trous noirs, la structure de l'espace courbe, les cordes, les supercordes, etc., cela passera toujours par des mots du langage courant. J'omets le vocabulaire extrêmement technique et spécialisé. Les mots du langage courant. Trou noir. Ça utilise trou et noir. Bon, mais vous imaginez aisément toutes les métaphores qu'il peut y avoir derrière et toutes les incompréhensions. Alors même quand vous écrivez, c'était mon premier livre, c'était consacré au trou noir, même quand vous écrivez un livre de 400 pages, vous essayez après d'expliciter ces termes-là, de leur redonner leur véritable statut. Bien, il est évident que parmi les quelques milliers de lecteurs, il y en a qui resteront toujours dans l'analogie et dans la métaphore. Alors, même chose pour le Big Bang d'ailleurs. Vous savez que le terme même de Big Bang, la plus grande théorie scientifique du XXe siècle, a été justement donné par dérision à l'adversaire principal de la théorie du Big Bang dans les années 50, qui voulait se moquer de cette idée métaphorique d'une grosse explosion qui aurait engendré la totalité à partir de rien. Il avait appelé justement le grand boom pour ridiculiser cette théorie. Cela dit, Jean-Pierre Luminet, vous aggravez la tentation métaphorique ou poétique, puisque dans votre livre L'univers chiffonné, au chapitre Trou noir, qui citez-vous? Nerval. Bien sûr. Et Nerval, dont vous dites que l'image la poésie rend compte admirablement du Big Bang. Je cite: en cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'un orbite, vaste, noir et sans fond, d'où la nuit qui l'habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos, dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. Oui. Alors, c'est ça le Big Bang? Non, ce n'est pas ça le Big Bang, c'est tout simplement le reflet du fait que quand on élabore, dans l'élaboration de théories scientifiques, il y a l'utilisation, et on a tendance à l'oublier, je crois, l'utilisation d'archétypes. Il y a un livre admirable de Wolfgang Pauli qui s'intitule Le cas Kepler, et Wolfgang Pauli s'interroge justement sur la façon, autour justement, on peut appeler les théories de la connaissance, sur la façon dont sont élaborées les représentations scientifiques du monde. Et contrairement à ce que beaucoup croient, ce n'est pas à partir de faits empiriques que l'on élabore les grandes révolutions scientifiques. Les plus grands créateurs dans l'histoire des sciences, les plus grands révolutionnaires, les Kepler, je ne mettrai pas Galilée, je mettrai Kepler plutôt, Newton, Einstein, sont en quelque sorte des rêveurs d'univers. Ils ont fonctionné non pas à partir de résultats et d'expériences empiriques et d'observations, ils ont raisonné à partir d'archétypes qu'ils avaient en eux, de représentations intérieures, forgés au cours de leur enfance par différentes expériences intimes, et à partir de là, ils ont essayé d'élaborer des modèles rationnels du cosmos, et c'est quand même très curieux que ce soit ce type de démarche dans la créativité scientifique utilisant des archétypes communs finalement à toutes les cultures, et y compris les cosmogonies anciennes, et que l'on peut donc trouver dans des textes poétiques qui souvent aboutissent sur de véritables révolutions scientifiques. Henri Reynal. Oui, c'est pour ça que nous avons besoin d'une représentation différente, parce que
je remarquais que vous avez employé le mot espace pour dire ce qui était nouveau par rapport au cosmos fermé traditionnel, c'était l'espace. Moi, c'est pas tellement l'espace, encore que je sois amoureux de l'espace. Ce que je retiens, c'est totalité qui est une et qui est organisée et qui est une aventure. Vous avez parlé de récit, effectivement, le prodigieux, c'est l'aventure. Et c'est pour ça que je suis souvent amené à dire que parmi ceux qui prennent en considération la totalité, qui sont pas assez nombreux à l'heure actuelle, il y a les astrophysiciens, parce que les astrophysiciens, en étudiant ce qui se passe du côté des particules, des atomes, dans l'univers, avec les galaxies, avec les étoiles, avec les nuages interstellaires, un certain nombre d'entre eux, je pense par exemple, arrivent tout naturellement, fatalement. Oui. Il arrive un moment où il s'occupe de la vie et de la merveille, de l'émergence de la vie, et un peu plus loin, de l'émergence de la conscience. Donc, il s'agit d'une aventure, l'aventure du tout. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que nous appartenons à cette aventure. Nous sommes inclus dans une totalité et dans une aventure. C'est l'énigme, mais c'est en même temps la merveille. Et la merveille, c'est quand même le contraire de l'absurdité. Et ça, c'est ce qui nous manque. Et nous avons besoin de retrouver quelque chose comme cela. Donc il faut ni être sartrien, ni être pascalien en quelque sorte. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Voilà, même ça, si vous voulez, il faut surmonter. Pour moi, si vous voulez, l'un et l'autre. Il y a ceux qui partagent cet effroi, ce vertige de Pascal, et ceux qui ne le partagent pas. Moi, je ne vois pas tellement l'abîme. Je vois plutôt la totalité, une totalité une et organisée. Mais ça, c'est encore une fois aussi de tempérament. Hein. Oui, on le retrouve assez souvent dans l'anthologie. On trouve à chaque révolution scientifique ces deux tempéraments, les uns qui s'effraient de cette nouveauté et les autres qui l'incorporent aisément dans leur vision et leur conception du monde. Alors, à Pascal, on peut opposer Paul Claudel, qui faisait au contraire de cet univers nouveau découvert par les télescopes de l'époque sa maison nouvelle. Et vous, une vision très mystique derrière. Et vous, Jean-Pierre Luminet, vous seriez claudélien ou pascalien? C'est-à-dire, est-ce que l'idée de totalité, je ne sais pas si nous habitons la totalité, mais est-ce que l'idée de totalité vous habite? Est-ce qu'elle vous réconforte d'une manière ou d'une autre, comme elle semble exaltée et réconfortée? L'idée de totalité me fascine en tant que me fascine dans ma pratique scientifique. À partir du moment où je fais de la cosmologie, c'est vrai que c'est quand même assez exaltant de penser qu'avec une poignée d'équations, les équations de la relativité générale, vous essayez d'appliquer ces équations pour décrire la prétendue totalité, c'est-à-dire espace, temps, matière, et vous élaborez des modèles de cosmos, vous faites des prédictions, le cosmos dans son ensemble, vous racontez son histoire, son âge, l'évolution, la naissance des structures astronomiques, depuis les particules élémentaires jusqu'aux étoiles, jusqu'à l'apparition de la vie, etc. Vous faites des prédictions astronomiques, c'est-à-dire des prédictions, on devrait observer, si la théorie est juste, la théorie du Big Bang est juste, on devrait observer ceci, cela, et boum, ça marche. Donc c'est quand même assez exaltant. Malgré tout, je me méfierais, cette fois-ci en tant que poète et être humain, non astrophysicien, je ne suis pas astrophysicien 24 heures sur 24, je me méfierais quand même du discours sur la totalité. Pour moi, il est un peu trop parménidien. Et chez moi, il y a une composante davantage héraclitéenne, c'est-à-dire d'une certitude mobile et constamment changeante, le feu d'Héraclite qui se renouvelle en permanence, avec l'idée qu'en fait, la totalité n'est peut-être qu'une illusion, et la totalité ne se trouve peut-être que dans l'instant infinitésimal et pas ailleurs. J'ai prononcé le mot aventure, ce qui n'est pas du tout parménidien. Oui, c'est ça. C'est pas immobile, en effet. Si vous voulez, je disais que la source de la poésie, pour moi, il y a l'émerveillement. Et pour être plus précis, ce qui m'émerveille, c'est la diversité. Car pour moi, s'il y a un univers, univers et divers sont synonymes. On ne peut pas concevoir un univers qui ne soit pas divers. Qu'est-ce qu'un univers qui ne serait pas divers? Et donc la merveille, c'est vraiment la diversité. Et est-ce que c'est pas aussi un peu
la liberté, parce qu'il y a Héraclite, il y a Parménide, mais il y a aussi Saint-Augustin disant avant l'homme, il n'y avait pas de commencement. Et pour qu'il y eût un commencement, l'homme a été créé. Et c'est ce que Hannah Arendt reprend lorsqu'elle parle de l'humanité comme d'une pluralité d'êtres uniques, c'est-à-dire une communauté des exceptions. Un enfant nous est né. Donc cette apparition du nouveau, elle s'intègre mal dans une pensée de la totalité, même si cette totalité est une aventure. Cette totalité, elle est ouverte, elle est en marche, elle est en création continue. Et il y a une diversité naturelle qui est absolument prodigieuse. Hein. Je reprendrai les termes de complexité, de subtilité, absolument fabuleuse. Faut lire les botanistes, faut pas lire simplement les astrophysiciens, faut lire les gens qui étudient les animaux et le comportement des animaux. On sait infiniment plus de choses qu'il y a 50 ans. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de savants. On a des caméras dans les terriers, on a des caméras dans les profondeurs sous-marines. Bon, eh bien, il y a une diversité naturelle, mais la diversité rebondit avec la liberté humaine, avec l'autonomie créatrice humaine. Il y a un passage à une diversité supérieure qui vient de la liberté humaine. Bien, écoutez, nous entendrons sur cette conclusion, et je ne peux pas inviter, j'invite les auditeurs à lire les botanistes, mais je vais leur donner en guise de lecture de vacances une bibliographie déjà imposante, avec l'anthologie de Jean-Pierre Luminet, d'abord Les Poètes et l'Univers, une anthologie absolument merveilleuse, qui a été publiée au Cherche Midi. Jean-Pierre Luminet a aussi publié chez Fayard, L'Univers chiffonné. Alors on peut se laisser porter en effet par cette métaphore. C'est un livre difficile et passionnant. Et votre dernier recueil poétique, Jean-Pierre Luminet, au Cherche Midi, s'intitule précisément Itinéraire céleste. Henri Reynal, je voudrais citer aussi quelques livres de vous. Le dernier, Dans le secret, qui a été publié chez Fata Morgana. Au temps qu'il fait, un livre intitulé Sur toi, L'or de la nuit, et puis un livre publié chez Desrolles Éditeur, Le pays sur le chevalet, et un autre chez Desrolles Éditeur encore, Desrolles s'écrit D-E-Y-R-O-2-L-E, qui s'intitule Dans le dehors. C'était donc Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Claire Poinsignon, prise de son Guy Senot, réalisation Didier Lagarde.